Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle on va parler, vous l'avez compris, d'un trader qui gagne 16 000 $ par minute. Alors je sais, le titre est hyper racoleur. En fait, le titre, il vient pas de moi, il vient du journal Les Échos. Et c'est donc cet article que j'ai lu dans Les Échos qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que ce titre est très trompeur. En fait, ce titre, il laisse croire que Ken Griffin, qui est le patron de Citadel, a gagné sa fortune en risquant son argent sur les marchés comme n'importe quel trader. Alors, si vous ne le connaissez pas, Ken Griffin, c'est effectivement l'un des gérants de fonds les plus connus au monde et les plus riches aussi. C'est le dirigeant du hedge fund Citadel et il est aussi dirigeant d'un courtier ou plutôt d'un market maker qui s'appelle Citadel Securities. Alors, les chiffres sont corrects. Ken Griffin a effectivement gagné 23 millions de dollars par jour en 2022, enfin plutôt au premier semestre 2022. Mais ce qui est trompeur, en fait, c'est de penser que ces millions viennent du trading ou que sa fortune vient de son talent sur les marchés. Et en fait, cet article des Échos, qui est totalement juste, attention, hein, c'est juste le titre sur lequel je tique un peu, cet article, il tombe bien, parce que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo qui explique d'où vient l'argent des meilleurs gérants de hedge fund du monde. Jim Simons, Ray Dalio, Ken Griffin, Steve Cohen, etc. Parce que quand on regarde la liste des 400 plus riches américains, il y en a 25 qui sont des gérants de hedge fund. Donc ça a l'air plutôt bien comme métier. Alors comment un hedge fund gagne de l'argent? Comme souvent en finance, il va prendre des frais. Et en fait, il va prendre deux types de frais. Des frais de gestion annuels, qui sont un pourcentage des actifs gérés, ça c'est assez classique, et puis des frais de performance, qui sont un pourcentage justement des performances du fonds. Et le premier qui a appliqué ces fameux frais de performance, c'est justement le premier hedge fund du monde qui a été créé en 1949 par Alfred Jones et qui est le premier à avoir pris une commission de surperformance de 20% par an. Et ce sont ensuite les suivants, les hedge funds qui ont été créés par la suite, qui ont rajouté les 2% de frais de gestion pour donner la structure classique qu'on connaît dans le monde des hedge funds, qui est une structure 2-20 et qui se retrouve assez souvent. Mais après l'âge d'or des hedge funds, c'est-à-dire les années 90, les années 2000, et puis ça s'est arrêté, on va dire, en gros à la crise de 2008, il y a de nombreux fonds qui ont beaucoup moins bien performé. Et donc certains ont baissé leurs frais. Et la moyenne des frais de gestion pour les hedge funds est passée de 1,5% à 1,4%. Donc là, on est d'accord, ils n'ont pas trop baissé. Mais pour les frais de performance, c'est passé d'une moyenne de 19% à une moyenne de 16%. Mais forcément, ce sont les moins bons fonds qui ont baissé leurs frais. Les meilleurs fonds, eux, gardent cette structure souvent de 2% de frais de gestion et 20% de frais de performance. Mais pour comprendre d'où vient l'argent, les milliards, les dizaines de milliards de ces gérants stars, j'ai fait quelques simulations sur Excel. Alors je suis parti des frais classiques 2%, 20%. Je simplifie parce que normalement c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a ce qu'on appelle un hurdle rate, c'est-à-dire que pour compter de la surperformance, on va partir il faut dépasser un certain seuil de performance. Mais bon, j'ai pas voulu m'embêter. Et puis j'ai fait une autre supposition, une autre hypothèse qui est que l'argent gagné par le hedge fund était réinvesti dans ce même hedge fund. Et si je simule une performance de 10% par an, donc on a un client qui va mettre 1 million d'euros dans un hedge fund, admettons performance donc de 100 000 euros brut. Comme le fonds prend 20 000 euros de frais de gestion et 20 000 euros de frais de performance, à la fin de l'année, il y a 60 000 euros dans la poche du client et 40 000 euros dans la poche du fonds. Et puis j'ai fait comme ça, année après année, et je m'aperçois qu'après 17 ans, le gérant de fonds a gagné plus que le client, alors que je vous rappelle, il n'a mis aucun capital à risque au départ. Et encore, j'ai été très gentil parce que j'ai appliqué 10% de performance par an avec aucune baisse. Mais forcément, dès qu'il y a la moindre baisse, la différence entre les gains du hedge fund et les gains pour ses clients, ça va s'accentuer. Alors vous pouvez peut-être penser que le fait que le hedge fund se mette autant d'argent dans la poche, c'est parce que j'ai mal choisi les 10% de performance. Et peut-être que ce sera moins si je prends une performance moins élevée, ou au contraire une performance plus élevée. Maintenant, parce qu'en fait, ces 17 ans, c'est le maximum. Plus la performance baisse, plus le hedge fund va gagner plus que son client, ce qui est logique, puisqu'il prend de toute manière les 2% de frais de gestion. Et par exemple, si vous calculez avec 5% de performance, le fonds va gagner plus que son client après 12 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que si on augmente la performance, par exemple en prenant 13% de gains annuels, mais encore plus si on fait à 20% de gains annuels, le hedge fund va gagner plus que son client après 14 ans. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt contre-intuitif, parce que ça voudrait dire qu'au bout de 14 ans, dans notre exemple avec 20% de performance, il y a autant d'argent dans la poche
du client que dans la poche du hedge fund. Donc ça veut dire que toute la richesse qui a été créée sur les marchés, elle est à 50-50 entre client et hedge fund. Et pourtant, quand on regarde cette structure comme ça de 2% par an et puis de 20% de la performance, quand on met dans un fonds qui fait 20% de performance par an, ça paraît pas grave parce que les frais de surperformance, ça veut dire que ces 20% de perf par an, ils vont être 16% pour le client, 4% pour le hedge fund. Donc on se dit que forcément le client garde quand même le gros morceau du gâteau. Et pourtant, comme je le dis, assez rapidement, dans certains cas, ça peut être même dès la première année, si le fonds fait 4% de performance ou moins, ou ça peut être 12 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans. Mais en tout cas, il y a toujours un moment où le gérant de hedge fund prend plus de la moitié de la richesse créée, ce qui paraît à nouveau très bizarre quand on regarde la structure de frais. Alors moi, j'ai fait ces calculs rapidement, j'ai fait beaucoup d'hypothèses, vous pouvez peut-être penser que j'ai fait une erreur. Mais en fait, des chercheurs américains ont fait une étude beaucoup plus poussée sur ce sujet, en étudiant les vraies performances des hedge funds et puis les vrais frais qui sont pris par ces hedge funds. Ils ont étudié presque 6000 hedge funds de 1995 à 2016. Eh bien, accrochez-vous parce que dans leur étude, les clients ne conservent que 36% de la richesse créée. Il y a 64% qui part dans la poche des hedge funds au travers de ces fameux frais de gestion et frais de performance. Et comme les chercheurs utilisent les vraies données, c'est intéressant de regarder les performances année après année. On voit par exemple que l'ensemble des hedge funds ont eu des moyennes négatives en 98, donc 98 c'était la crise russe, c'était la faillite du hedge fund LTCM dont j'ai déjà raconté l'histoire en vidéo, mais aussi en 2000, en 2008, en 2011, et on voit évidemment que ces années-là, les fonds prélèvent toujours des frais de gestion, ça c'est immuable, mais on a aussi des frais de performance parce que les mauvaises années, il y a beaucoup de fonds qui perdent de l'argent et qui ne prennent pas de frais de surperformance, mais il y a toujours des fonds qui continuent à gagner et qui en prennent toujours. Alors ne vous méprenez pas, le but de cette vidéo, c'est pas d'attaquer les hedge funds, pas du tout, parce que vous m'entendez souvent répéter qu'il est très difficile de battre le marché. Donc je considère tout à fait normal de très bien rémunérer quelqu'un qui va vous permettre de battre le marché. En fait, le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous montrer que essayez de calculer un peu instinctivement, comme ça, de tête, l'impact des frais sur une performance, c'est très compliqué. Et le but, c'est plutôt de vous inciter à faire très attention justement à ces frais, à vous assurer qu'ils sont mérités, et faire attention parce que même des montants qui peuvent paraître faibles, ou en tout cas faibles par rapport à la performance qui est délivrée, ça peut vite changer la donne, en tout cas pour vous en tant que client. Voilà pour la vidéo du jour. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou bien sur le podcast, et de mettre des commentaires sur YouTube ou bien de noter au travers de la plateforme de podcast que vous utilisez, de noter le podcast, mettre 5 étoiles si ça vous plaît. C'est bien sûr un moyen de le mettre en avant et c'est super utile pour nous et ça nous motive aussi à continuer pour toutes ces vidéos, ces podcasts que vous écoutez sur Zone Bourse. Voilà, merci encore et à bientôt.